quand pour la première fois nous avions franchi la frontière de la Mongolie, un avenir insondable se dressait devant nous. Maintenant, ce que nous avions fait depuis, tout ce que nous avions éprouvé, se représentait à notre esprit, et nous étions étonnés de la bonne fortune extraordinaire qui nous avait accompagnés. Nous étions partis à peu près sans ressources. Une série d'heureuses chances avait assuré le succès de notre entreprise. Que de fois la réussite n'avait tenu qu'à l'épaisseur d'un cheveu. Mais notre bonne étoile nous avait sauvés en nous donnant la possibilité d'accomplir, dans la mesure de nos forces, l'exploration des contrées les moins connues et les plus inaccessibles de l'Asie centrale. Cet extrait de l'explorateur le plus célèbre de Russie, mais quasiment inconnu en Europe occidentale, Nikolai Mikhailovitch Przhevalsky, résume l'ampleur de son œuvre. 18 ans durant, il a parcouru l'immensité de la Haute-Asie jusqu'à y laisser sa vie. Cet immense territoire d'Asie centrale, largement inconnu jusqu'au début du XXe siècle, est à la confluence de mondes immenses. La fascination qui l'inspire naît de rares mais non moins célèbres voyageurs qui s'y sont aventurés. Nous avons les récits de moines et de voyageurs chinois comme Fa Xan ou Xuanzang au 5e et au 7e siècle. Mais surtout nous avons les missions diplomatiques auprès des khans de l'Empire mongol, des moines franciscains Jean de Plancarpin et Guillaume de Rothbruck au XIIIe siècle. Sans compter le trop célèbre livre des merveilles de Marco Polo. L'absence d'informations récentes au début du XIXe siècle, où va naître une lutte d'influence entre la Russie et le Royaume-Uni, poussera quelques hommes à sacrifier leur sécurité aux rêves qui se découvrent devant eux. La région est en effet encore vierge de soumission, mais sa situation géographique la transformera en échiquier pour les grandes puissances du moment. En 1873, les frontières entre la Perse, l'Afghanistan, l'Inde britannique, l'Asie centrale russe et l'Empire Qing sont dessinées avec des zones d'influence exclusive. Mais reste le Turkestan chinois, pénétré par Przhevalsky via les montagnes kirghizes des Tian Shan, le Pamir ou la Mongolie, et par les Anglais via le Karakoram et le haut plateau tibétain, et ce jusqu'à la Convention anglo-russe de 1907. Cette lutte géopolitique sans bataille est une affaire de solitaires qui apportent avec eux leur civilisation et marchent avec leurs empires. L'écrivain Rudyard Kipling immortalisera son nom dans son livre Kim en 1901. Il restera le grand jeu, un titre qu'avait en premier évoqué l'officier britannique Arthur Conolly, l'un des premiers Européens à franchir les montagnes entre l'Inde et l'Afghanistan, mais décapité par l'émir du Khanat de Bukhara, Nasrallah Khan, en Ouzbékistan actuel. La motivation militaire ne sera pas la plus partagée parmi ceux qui osent s'aventurer dans ces régions perdues. Outre des diplomates, on verra des missionnaires, des aventuriers, des prospecteurs, des scientifiques, et des hommes qui ne représentent qu'eux-mêmes. Déguisés en marchands ou en moines, réussissant leur but ou y laissant leurs cadavres, ils acceptent les risques nécessaires à la beauté du voyage. Soutenus par des gouvernements et des sociétés de géographie, ils vont recueillir dans leurs carnets de précieuses informations de toutes sortes, ethnologiques, militaires, scientifiques, géographiques, devenant souvent malgré eux les instruments de la colonisation. Nikolai Przhevalsky naît dans une Russie au tout début de son industrialisation. Les idées impérialistes russes sont celles du temps, et elles aboutiront d'ailleurs dans les années 1920-1930 à l'idée eurasienne, une sorte d'entité continentale formée par la Russie et de ses proches voisins et que nourrit le sentiment d'une solidarité asiatique sous domination russe, une domination finalement plus naturelle que forcée. S'y ajoute le mouvement orientaliste, qui renforce encore la fascination pour l'Asie centrale. Les déserts traversés de longues caravanes, les khanats aux émirs impitoyables retranchés dans les forteresses des routes de la soie, cette route de la soie reliant des mondes si lointains, charriant l'art et la curiosité. De grands artistes peintres russes rapporteront sur leurs toiles des déserts, des montagnes immenses, des steppes d'où sont arrivées les hordes de Gengis Khan, et des lacs sacrés, vénérés par les lamas bouddhistes, sous l'autorité d'un chef invisible dans sa cité interdite de Lhasa. Le tsar Nicolas II lui-même ne sera pas insensible à cet Orient fantasmé. Il y effectuera un grand voyage dans les années 1890-1891, où il en revient émerveillé par ce qu'il découvre, poussant l'expérience jusqu'à se faire tatouer à Nagasaki au Japon un dragon sur l'avant-bras. Enfin, il existe un esprit décadentiste, planant sur une fin de siècle propre à l'Occident, qui voit ses valeurs traditionnelles de plus en plus disparaître à mesure que l'industrialisation se poursuit.
pour des illuminés d'où sortira des vies extraordinaires, dont le plus connu restera pour l'histoire le baron Ungern, dont nous reparlerons, l'Orient devient le lieu d'où ressurgira des forces régénératrices qui purifieront le vieux continent, le tout approuvé par une dimension spirituelle qui mêle ésotérisme, bouddhisme et légendes locales, comme celle du mythique roi du monde vivant dans le royaume souterrain d'Agartha en plein cœur de l'Asie. Selon son seul biographe européen, Donald Rayfield, Nikolai Przewalski est né en 1839 à Kimborov, dans la région de Smolensk. Il est le descendant d'une famille anoblie par le roi de Pologne et qui deviendra russe à la demande de son grand-père. Habitué très jeune à une vie rude et sauvage, il se passionne pour les sciences naturelles et la chasse. Il étudie les grands naturalistes comme Humboldt, Darwin, Cuvier ou Ritter von Schreibers. Son goût pour les voyages naîtra peut-être de la lecture de l'ouvrage fascinant de l'écrivain russe Goncharov, La frégate Pallas, où sont rassemblés les souvenirs de l'auteur lors de son épopée de 2 ans autour du monde. Devenu militaire, la vie martiale l'ennuie prodigieusement. Mais il est finalement accepté dans une école militaire et pendant 2 années à Saint-Pétersbourg, il va étudier les régions d'Asie centrale. Il publie même une compilation savante, Revue statistique militaire du territoire de l'Amour, une région orientale nouvellement conquise par la Russie en 1858. Ce qui lui vaudra une place au sein de la Société géographique impériale russe. En 1864, il intègre une école de cadets qui forme les futurs officiers à Varsovie en tant que professeur d'histoire et de géographie et dont les cours deviennent célèbres parmi les jeunes recrues. Très tôt, il demande à intégrer une mission scientifique en Asie. Plusieurs fois, on lui refuse les autorisations nécessaires, mais en 1867, c'est enfin le départ tant rêvé. Comme il le dira lui-même, je suis ravi jusqu'à la folie. Permission lui est accordée de se joindre à une expédition dans la région de l'Ussuri, confluent du fleuve Amour. L'objectif est d'inspecter la frontière militaire mandchoue et celle de la Corée, ainsi que les peuples qui habitent la région. D'Irkoutsk, où il est en poste, il part donc vers le fleuve, remontant l'Ussuri pour arriver à Posietsk, sur la côte pacifique. Après avoir dominé un soulèvement chinois anti-russe dans la vallée du Souchan, il est affecté à Nikolaïevsk et revient donc après 2 ans de pérégrination. Le récit qu'il en fera, Voyage dans la région de l'Ussuri, sera publié en 1870. Elle lui vaudra la médaille d'argent Constantin, la plus haute distinction décernée par la Société géographique impériale. Comme pour tous les autres voyages par la suite, il collecte toute la flore et la faune qu'il découvre, mesure des éléments astronomiques et météorologiques. En somme, tout ce que la science de son époque lui permet de faire, il le fait. En 1871, il part pour une seconde expédition vers la Mongolie et la Chine. Après être passé par Urga, lieu de résidence du Bouddha vivant selon les lamaïstes tibétains et capitale de Mongolie, il se rend à Pékin, où il décrit la ville comme une abomination inimaginable. Il en profite tout de même pour explorer une partie du territoire chinois au nord de la capitale, puis, de Kalgan, il se dirige vers le désert Alashan, en pleine révolte des Dungan, des populations chinoises islamisées en lutte contre l'empereur de Chine. Sa traversée est extrêmement difficile, les Dungan jetant des cadavres dans les puits. L'eau est rare, et après 2 mois éprouvants, ils explorent le grand lac sacré des Tibétains, le Kokonor, aujourd'hui dans la province chinoise de Qinghai, après être passés par les montagnes des Nanshan. La suite de l'expédition se poursuit vers la dépression du Tsaïdan, qui borde le plateau tibétain, pour identifier le cours supérieur du fleuve bleu, ou Yangtze, 3e plus grand fleuve du monde, traversant quasiment toute la Chine d'est en ouest. Très proche de Lhasa, la capitale tibétaine, il décide par manque de moyens de repartir, notamment par le désert de Gobi, le plus grand désert d'Asie, et Urga. Ils sont à bout de force et la description qu'ils en donnent le montre bien. Nous n'avons plus de bottes. Déchirés, les manteaux et les pantalons sont tous troués et patchés. Les casquettes ressemblent à de vieux chiffons jetés et les chemises sont toutes déchirées. Il m'en reste seulement 3 à moitié pourris. Il fera de cette expédition le seul ouvrage qui soit traduit aujourd'hui en français, Voyage en Mongolie et au pays des Tangoutes. Les conditions extrêmes de ce voyage ne l'empêcheront pas de repartir en 1876 pour une 3e expédition, plus ambitieuse, qui doit le mener à l'immense marécage salé du Lop Nord,
connu par les écrits de Marco Polo, mais dont la localisation est assez vague. Puis le Tibet et la Mongolie. Après avoir traversé le territoire russe, il s'engage dans les montagnes des Tian Shan, les monts célestes en mandarin, qui séparent le Kirghizistan actuel de la Chine. Arrivé à Kashgar, l'une des villes historiques des routes de la soie, en plein territoire ouïghour, il est accueilli très amicalement par l'émir tadjik Yakoub Bok, qui s'est taillé un empire dans la région au détriment de la Chine. Ce dernier interdit toutefois la population de leur parler et le convoi qu'il leur donne les ralentit plus qu'autre chose. Mais la persévérance de Przievalski sera récompensée quand, après avoir longé le fleuve Tarim, il arrive enfin au Lop Nord. Après en avoir pris les mesures, il continue vers les montagnes de l'Altintag. Mais manquant de moyens pour continuer, il retourne en Russie par la ville de Koulja. Bien décidé à atteindre Lhassa, il repart, mais assez vite il tombe malade et doit une nouvelle fois renoncer à son projet. En 1878, rétabli, il est prêt à repartir une nouvelle fois, mais une nouvelle fois encore, il doit renoncer pour des raisons diplomatiques. Reconnu par toutes les grandes sociétés géographiques de l'époque, qui ne manquent pas de l'honorer, il ne va toutefois pas se stabiliser. Promu colonel, son grand rêve, c'est toujours d'atteindre la mystérieuse capitale tibétaine. Et en 1879, c'est au départ de Zaïzansk qu'il se dirige vers elle, accompagné de 13 compagnons. Sur le chemin, il explore le lac Ulwingur, puis l'oasis de Hami, connue depuis l'Antiquité, et passe en Dzungari, au pied des montagnes de l'Altaï. Là, des Kirghizes lui montrent la peau d'un petit cheval sauvage inconnu jusqu'alors, de couleur crème, avec une crinière noire en brosse. Ivan Polyakov, un naturaliste qui poursuivra l'œuvre de Przievalski, lui donnera d'ailleurs son nom en son honneur. Depuis, ce cheval, menacé de disparition, a été réintroduit par des scientifiques européens il y a quelques années en Mongolie. L'expédition arrive à Satshu, actuel Dunhuang, célèbre pour les grottes de Mogao, peintes de motifs bouddhistes qui font peu d'effet à Przievalski. Encore une fois, les conditions sont extrêmement difficiles. Après avoir durement traversé un désert, il note « Les ossements de chevaux, de mulets et de chameaux sont sans cesse éparpillés le long de la route. Une atmosphère boueuse, comme remplie de fumée, plane sur le sol chaud du jour. Le vent n'agite pas l'air, ne donne pas de fraîcheur. Seuls des tourbillons chauds courent souvent et emportent les colonnes tourbillonnantes de poussière de sel. Devant et sur les côtés du voyageur, des mirages trompeurs jouent. La chaleur est insupportable pendant la journée. » Après cette épreuve, arrivé finalement sur le plateau tibétain, il est attaqué par des pillards, mais arrive à les repousser, pour finalement se voir refuser l'entrée à Lhassa par les autorités tibétaines. Décidé à en forcer l'accès, c'est en cherchant un autre itinéraire que l'expédition se bat brièvement contre des tribus locales quasiment indépendantes. Ce long détour les font arriver devant le fort de Nangshu, qui garde l'entrée du Tibet. Mais les soldats chargés de garder la frontière lui interdisent une nouvelle fois de les laisser passer. Il décide donc d'aller explorer les sources du fleuve jaune, ou Wang-He en chinois, et sans réussir à les atteindre, il revient à Urga par le désert d'Alachan. Rentré à Saint-Pétersbourg, en plus des honneurs habituels, son audience avec le tsar Alexandre II couronne un parcours déjà impressionnant. En 1883 débute ce qui sera sa dernière expédition. Avec 21 compagnons, il veut continuer son exploration des sources du fleuve jaune. Le groupe part donc d'Yekaterinbourg et suit le tracé des précédentes expéditions, le désert de Gobi puis le Koko-Nord, pour arriver sur le flanc nord de la cordillère de Bayan-Ar, à l'est de celle du Kunlun, où il trouve enfin ce qu'il était venu chercher, le cours supérieur du fleuve jaune. Il en prend les mesures et se dirige ensuite vers le bassin du fleuve bleu. Attaqué par les Khampas et les Goloks, des tribus qui nomadisent dans cette région du Tibet, Lhassa redevient inaccessible. Il part donc en direction de l'Altintag pour rejoindre le Tsaïdam et le Lop Nord, où il y séjourne près de 2 mois avant de traverser les contreforts des montagnes du Kunlun et les oasis du désert du Taklamakan, situés dans le bassin du Tarim. Il revient enfin en Russie par les montagnes des Tian Shan et la ville de Karakol durant l'année 1885, pour y revenir 2 ans plus tard après être passé par les grandes villes de l'Ouzbékistan actuel. Près de l'Issik-Koul, le grand lac kirghize, il tombe gravement malade après avoir bu dans une rivière lors d'une chasse. Sa dernière volonté sera d'être enterré à proximité.
Przewalski fut un explorateur ennemi des sentiments romantiques, qui pourtant étaient courants à son époque. Il voulait être cet explorateur passionné de nature, sans compromis, tout entier dévoué à la description du monde. Doté d'une mémoire prodigieuse, la décrivant comme son étoile du bonheur qui ne le laissera pas mourir avant d'avoir accompli ce qui est prévu pour lui, il a voulu toute sa vie prolonger l'émoi émerveillé par la magie de phénomènes naturels que l'on découvre pour la première fois. Il fallait marcher, jusqu'à tout voir et tout comprendre. Patriote mais fuyant sa société, il comprend que sa vie sera dédiée à informer ses compatriotes sur les marges de son empire. Conscient que son statut d'explorateur est incompatible avec une vie de famille, il refusera toujours de se marier, considérant les lieux légendaires qu'il découvre ou redécouvre comme ses véritables enfants. Il écrira « Ma postérité vivra en Asie centrale, là où j'ai déjà de nombreux descendants. Non au sens propre du terme bien sûr, mais au sens figuré. Le Lobe Nord, le Coucou Nord, le Tibet et tant d'autres. Voilà mes enfants. » Malgré un caractère autoritaire, il est très attaché aux hommes qui partagent ses expéditions. Il leur rendra d'ailleurs hommage d'une très belle façon, sans trop en dire, mais suffisamment pour que l'on puisse deviner une émotion mal dissimulée. De toutes ces expéditions, il n'en perdra jamais aucun, malgré de très grandes difficultés. Il dira lui-même « S'il m'a été donné de réussir dans mes 3 voyages, je le dois surtout, je l'atteste ici à haute voix, à l'énergie, au courage et à l'entier dévouement de tous mes compagnons. Ils ne reculaient devant rien, loin de leur patrie, séparés de tout ce qui est cher à l'homme, au milieu de fatigues et de dangers incessants, ils ont toujours été fidèles à leurs devoirs et se sont conduits comme de véritables héros. » Des liens puissants que l'on trouvera peu dans ces récits. Przewalski ne trouve aucun intérêt à s'étendre sur ses affects. Il cherche avant tout à retranscrire la géographie du dernier monde inconnu. Le reste du voyage, en revanche, humain et personnel, restera pur. On a pu lui reprocher sa dureté à considérer les peuples qu'il a pu rencontrer, mais c'est un homme de son temps qui, sans préparation culturelle, passe d'un monde civilisé à l'inconnu, où la famine, les guerres civiles, les épidémies, l'absence d'hygiène et surtout le brigandage sont vécus d'une seule volée. D'autant plus que l'ignorance des langues locales par Przewalski ne permet pas de se comprendre et de communiquer. Au fil de ses voyages, il reverra souvent son jugement, allant jusqu'à même décrire les Mongols comme plus purs et plus vigoureux que les Européens qu'il juge dégénérés. Il dira lui-même « vrais fils du désert sur lesquels le Gobi impose une sélection naturelle que la médecine ne contrarie pas ». Ses observations ethnologiques sont de fait très instructives. Sa fascination pour la mystérieuse Lhasa confirme également les paradoxes qui le traversent. Finalement, le bilan de son œuvre est considérable. Sur 31 000 km parcourus, il a recensé 16 000 spécimens d'animaux de 1700 espèces différentes, sans compter son immense butin botanique, qui sera publié dans un catalogue extraordinaire en 1889 par l'Académie des sciences de Saint-Pétersbourg. De ces milliers de plantes, beaucoup sont aujourd'hui disparues, ce qui rend le travail de Przewalski aussi unique. Son étude n'est d'ailleurs pas terminée à ce jour. Même soumis à la géopolitique de leur temps, ces explorateurs de l'Asie centrale ont apporté une aide sans équivalent à la science. Grâce à eux, il n'y aura plus de terra incognita au XXe siècle. On pourrait ne pas y voir une avancée à célébrer, à chasser les derniers mystères qui apportaient souvent une source de rêverie infinie. Mais de tous ceux qui partageraient ce sentiment, combien jalousent en secret ces voyageurs qui méritaient vraiment leur nom d'explorateurs. Le livre de Przewalski est un ouvrage savant sans être fastidieux, décrivant minutieusement les plantes, les lacs, les montagnes, les animaux dans un style simple et accessible. Un récit comme un autre, à la différence qu'il est aussi le témoignage d'un âge sur la fin qui en découvre un autre. Sa tombe, avec son petit musée adjacent, proche de la ville de Karakol au Kirghizistan, conserve le calme des grandes aventures que la plupart d'entre nous ignorent. C'est un endroit où tout y est immobile, peut-être des passionnés pour les néophytes, mais qui réussit certainement à faire comprendre les sentiments que Przewalski n'a jamais voulu imposer. Sur sa pierre tombale est simplement inscrit « Siji, un voyageur, Nikolai Mikhailovitch Przewalski, 1839-1888 ». Peu avant sa mort, il laissait un témoignage en guise de testament.
Les années passent, et bien sûr viendra le temps où il ne me sera plus possible d'endurer les travaux et les privations de tels voyages. Si mon destin n'est pas de retourner une fois de plus dans les profondeurs de l'Asie, le souvenir de ce que j'y ai vu et accompli durant ces longues années de voyage me consolera jusqu'à la fin de mes jours. Les seuls noms de l'Aube Nord, Coucou Nord, Tibet et autres lieux feront revivre dans ma mémoire l'image de ces jours inoubliables que j'ai vécus dans ces pays mystérieux, au cœur de la nature vierge, parmi des populations sauvages au nom de la science.